Toulouse, avec le professeur Mathieu Marx et M. Quentin Desbois, qui est en train de préparer un thème exactement sur une thématique qui est très importante pour le diagnostic et le suivi de lésions, des anomalies, j'aime mieux ce terme, de la troisième fenêtre optique, ou tout ce qui rassemble une anomalie de type déhiscence, etc. De type troisième fenêtre. Merci d'être là. Et bonjour à tous, merci beaucoup Eugène et merci à l'équipe lyonnaise pour l'invitation et l'accueil. Donc à cette table ronde qui porte sur la troisième fenêtre, effectivement on en parle dans le cadre d'un programme hospitalier de recherche clinique qu'on coordonne à Toulouse sur la déhiscence du canal semi-circulaire supérieur. Programme PHRC qui a débuté depuis l'année dernière, auquel l'équipe lyonnaise est associée notamment, et on dira quelques mots à la fin de la présentation. Tout le monde ici est familier avec cette anomalie anatomique qui génère des présentations symptomatiques multiples, très hétérogènes, depuis le patient qui est adressé pour une découverte fortuite sur une imagerie en consultation, jusqu'au patient qui est extrêmement invalidé par la symptomatologie et cochléaire et vestibulaire que cette anomalie anatomique peut provoquer. Et un des problèmes qui est posé actuellement pour la prise en charge médicale de ces patients-là, c'est l'indication du traitement chirurgical. L'indication du traitement chirurgical, elle repose beaucoup sur des expériences intra-équipes. Certaines se concentrent essentiellement sur les anomalies sur le plan vestibulaire, sachant que parfois c'est la symptomatologie auditive qui est au premier plan, et donc sur la plainte subjective rapportée des patients pour finalement indiquer un traitement qui est potentiellement invasif sur le plan chirurgical, avec des taux d'échec qui sont variables selon les rapports et des échecs qu'on a encore du mal à pouvoir expliquer. Donc je vous ai représenté ici un certain nombre de questions, il y en a encore beaucoup plus qu'on peut se poser et qui ont motivé la réalisation de la revue systématique de la littérature qu'a réalisé Quentin, qui va parler juste après moi. Et on voit que dans l'ensemble de ces questions, le problème de l'hétérogénéité symptomatique, le problème des mécanismes, c'est quelque chose qui est récurrent, savoir ce qu'on va proposer, la bonne technique, le bon traitement au bon patient. Et ce qui revient de manière récurrente dans toutes ces questions, c'est sur les aspects mécanistiques, la question des explorations fonctionnelles. Les explorations fonctionnelles, elles nous donnent la possibilité, l'opportunité de pouvoir identifier un marqueur objectif de la plainte, qu'elle soit auditive, qu'elle soit vestibulaire. Elle nous donne des possibilités de pouvoir expliquer les mécanismes. On a vu ce matin que la biomécanique des canaux semi-circulaires était compliquée à modéliser, compliquée à pouvoir appliquer en clinique. Et donc les explorations fonctionnelles, qu'elles soient auditives, qu'elles soient vestibulaires, représentent une véritable piste pour identifier donc des biomarqueurs de la gêne symptomatique présentée par ces patients. En définitive, ce qu'on cherche à identifier, c'est le meilleur traitement pour le patient une fois que sa gêne elle a été documentée et qu'elle a été objectivée par un marqueur précis. Je vais laisser la parole à Quentin qui va présenter la revue de la littérature qu'il a réalisée. Alors, pour répondre à toutes ces questions, en tout cas une partie de ces questions, nous avons réalisé une revue systématique avec les collègues ORL du service de Toulouse. Donc, pour établir cette revue systématique, on a dû établir les critères PICO. Donc, on s'est focalisé sur toutes les troisièmes fenêtres, non pas seulement sur la fenêtre du canal semi-circulaire supérieur. Au niveau des interventions sur lesquelles on s'est intéressé au potentiel évoqué autolytique et à l'électrocochléographie, c'est peut-être pas forcément bien connu, en tout cas pas par tous. Un petit mot peut-être sur l'électrocochléographie, c'est un potentiel évoqué auditif qui se focalise sur l'onde 1 du PEA, qui est le reflet de l'activité électrique cochléaire. Pour la comparaison, on a comparé bien entendu des oreilles saines à des oreilles déhiscentes. Comme marqueur
de suivi de ces déhiscences. On s'est intéressé à l'amplitude des potentiels évoqués, leur latence, leur seuil, l'asymétrie gauche-droite dans le cadre de syndrome unilatéral, et le rapport SP sur AP pour l'électrocochléographie. On s'est intéressé seulement à des études cliniques, rétrospectives et prospectives. On a utilisé les bases de données que vous connaissez tous, PubMed, Google Scholar, Medline. Et on a établi les mesh termes suivants, donc Further Orbit Window, Superior Semi-Circular Canal Iridescence, Electrophysiology Assessment, et les explorations électrophysiologiques que j'ai mentionnées plus haut. Donc voici le flowchart qui explique un peu comment s'est déroulée cette revue systématique. Initialement, on a sélectionné 1007 articles, et après avoir supprimé les doublons, après avoir supprimé les articles après la lecture du titre, de l'abstract, enlever les articles non disponibles, supprimer les articles qui n'avaient pas le bon study design, des études qui ont inclus des NIR déhiscences, on s'est retrouvé avec un total de 19 articles. Parmi ces 19 articles, 12 se sont intéressés à l'intérêt des vins sur la déhiscence du canal semi-circulaire supérieur, 4 de l'intérêt de l'écho-G sur cette même déhiscence, et 3 ont étudié l'intérêt de ces deux techniques. Alors, vous avez remarqué qu'on ne mentionne que la déhiscence du canal semi-circulaire supérieur pour la simple et bonne raison qu'à ce jour, aucune étude n'a étudié l'intérêt des explorations électrophiles sur les autres troisièmes fenêtres. Il y a une seule étude, il y a une seule étude qui s'est intéressée, et en tout cas qui a rapporté un cas d'une déhiscence d'un canal semi-circulaire supérieur. La taille des échantillons variait de 10 à 71 participants. Et sur l'ensemble de notre systématique review, ce sont 603 oreilles déhiscentes qui ont été étudiées chez 401 patients avec une déhiscence unilatérale et 101 patients avec une déhiscence bilatérale. Donc, toutes les études se sont servies de ces explorations électrophysiologiques pour assurer un suivi, et 3 ont étudié la variation des marqueurs en électrocochléographie en paire opératoire. Alors, on n'a pas le temps de présenter les 19 études, on a essayé de tirer les résultats principaux qui reflètent l'ensemble des résultats de 19 études. Donc on va en voir 5 ou 6. Donc on peut voir ici une étude qui s'est intéressée au seuil des C20 chez une population de patients avec une déhiscence, et ici chez des sujets contrôle. On s'aperçoit que le seuil est abaissé, le seuil des C20 est abaissé dans le groupe des oreilles déhiscentes par rapport aux oreilles contrôle. Pour les ovins, on s'aperçoit que l'amplitude du potentiel évoqué récupéré est nettement supérieure à ceux des oreilles contrôle. Qu'est-ce qui se passe ensuite en post-opératoire? Donc ici, on voit le groupe en préopératoire avec un seuil des C20 abaissé. Ce seuil semble être réaugmenté, il se normalise à... Ce seuil se normalise en post-opératoire après avoir plugué le canal. De la même manière, l'amplitude des ovins semble revenir à un état de normalité après le plugin, et on peut même voir que les amplitudes sont similaires à ceux des oreilles intactes et du groupe contrôle. Alors, pour éviter de me faire tirer les oreilles par mon directeur de thèse, je vais quand même apporter quelques précisions. On parle bien ici des données électrophysiologiques, des données purement objectives. Pourquoi je précise ça? Parce qu'aucune de ces études ne s'est intéressée au lien entre les variations des explorations électrophysiologiques et le retentissement symptomatique. Je pense que vous y reviendrez tout à l'heure sur cet aspect-là, puisque c'est un des volets de l'étude qui est menée par le professeur. Ensuite, je vous présente une étude qui s'est intéressée, qui a voulu voir s'il existait une fréquence spécifique de tone burst propre à la déhiscence du canal semi-circulaire supérieur. Donc là, ils ont fait des tone bursts à 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz et 2000 Hz, et on s'aperçoit qu'à 2000 Hz, seules les oreilles déhiscentes répondent. Donc 2000 Hz pour les C20,
serait une fréquence spécifique de la vieillissance du canal semi-circulaire supérieur. De la même manière, Manzari en Italie a fait varier la fréquence des tone bursts jusqu'à 8000 Hz. On voit que dans le groupe contrôle, on a une réponse qui peut arriver jusqu'à 1000 Hz, alors que dans le groupe des oreilles déhiscentes, on voit qu'on peut obtenir encore des réponses à 4 kHz. On passe maintenant à l'électrocochléographie. J'ai expliqué très rapidement tout à l'heure que c'était le reflet de l'activité électrique cochléaire. Quand on fait l'électrocochléographie, pour ceux qui en font, on s'intéresse à 3 marqueurs. Ici, on va en parler que de 2. Donc le segment SP, qui serait le reflet de l'activité électrique des cellules ciliées internes, et le segment AP, qui est le reflet de la décharge du premier neurone auditif. Non seulement on s'intéresse à ces deux marqueurs, mais on s'intéresse au rapport SP sur AP. Donc là, on voit que sur le groupe contrôle, le rapport SP sur AP est de 0,25, et ce rapport est augmenté dans le cadre du groupe avec les oreilles déhiscentes. Il est augmenté parce que vous voyez que l'amplitude du segment SP est augmentée. Ça, c'est une étude menée aux États-Unis qui a suivi les déhiscences en pré, en per et en post-opératoire. On s'aperçoit qu'en per-opératoire, il y a une augmentation du rapport SP sur AP à l'exposition du canal et lorsque le chirurgien vient réaliser son coding. Et en post-opératoire, on voit que le rapport SP sur AP diminue drastiquement pour revenir à la normale. Encore une fois, pas de lien avec le retentissement symptomatique. Donc oui, pour conclure assez rapidement cette revue systématique de la littérature qui a été publiée récemment, on a des explorations électrophysiologiques qui sont des candidats potentiels comme marqueurs objectifs de la gêne symptomatique. Simplement, ça n'a jamais été évalué de manière robuste ou même exploratoire. Et un des problèmes posés par ces explorations, c'est que pour l'instant, on a peu d'éléments normés, standardisés, les seuils abaissés, les amplitudes augmentées, mais on n'a pas de valeurs chiffrées qui nous permettent de le dire. Et donc, c'est ce qu'on va chercher à faire au travers de notre PHRC interrégional. Donc là, je viens faire un peu de retape pour du recrutement. Si jamais vous avez des patients qui vivent à proximité de Bordeaux, Lyon, Montpellier, Saint-Denis-la Réunion, ou Toulouse, qui sont intéressés pour participer, quel que soit le retentissement symptomatique, même des patients asymptomatiques, jusqu'à des gens extrêmement invalidés, eh bien c'est un protocole qui peut éventuellement les intéresser et nous faire progresser, parce que, en définitive, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, poser l'indication chirurgicale, c'est trop difficile. C'est difficile parce que la plupart des patients qui ont une gêne intermédiaire, chez les gens qui ne sont pas gênés du tout, bien entendu, on ne va pas prendre des risques inconsidérés. Chez ceux qui n'arrivent plus à vivre au quotidien, c'est pareil, on ne peut pas les aggraver, donc on va nécessairement leur proposer quelque chose. Mais dans le ventre mou des patients, ceux qui ont une gêne significative dans leur vie quotidienne, pour l'instant, se baser uniquement sur l'interrogatoire et les explorations électrophysiologiques telles qu'elles sont présentées, ce n'est pas quelque chose de suffisant. Donc on a besoin de pouvoir identifier quel marqueur ou quel marqueur composite, ça peut être un marqueur électrophysiologique, une composition, une combinaison de différents marqueurs électrophysiologiques, une combinaison de plusieurs marqueurs électrophysiologiques et d'un questionnaire dédié à la pathologie. Et une fois qu'on aura identifié ce marqueur unique ou composite, eh bien, on pourra poser nos indications chirurgicales ou les orientations thérapeutiques de manière plus sereine. Merci beaucoup pour votre attention.